Sujet passionnant effectivement à venir, que le Japon, en tout cas avec 4 passionnés, parce que moi en préparant ce dossier, j'ai trouvé vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un billet et c'est de filer là-bas, après avoir évidemment ouvert vos livres, tellement c'est un sujet vaste, extraordinaire. Effectivement, Corinne Atlan, Dominique Chipeau, Patrick Honoré et Delphine Roux savent de quoi ils parlent. Corinne Atlan, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous avez vécu longtemps en Asie, vous avez enseigné le français au Japon. Vous avez traduit de nombreux ouvrages, dont d'Haruki Murakami, ce qui n'est pas rien. Vous avez aussi écrit vos propres livres. Quand on dit du Japon que c'est l'empire de l'harmonie, est-ce que c'est une idée fausse, une idée reçue? Est-ce qu'au contraire, on a raison de dire ça? Alors effectivement, c'est le titre que j'ai donné à un petit essai. Mais dans mon esprit, quand je disais l'empire de l'harmonie, c'est à la fois, je pense qu'on a raison, parce que donc, d'abord, le terme harmonie, wa en japonais, fait aussi partie du nom de berceau japonais. Ça fait aussi partie du nom de la nouvelle ère, hein, Reiwa, et ça a souvent fait partie des noms d'ère. Donc, c'est entendu, c'est le pays effectivement de l'harmonie, d'une certaine esthétique, d'une harmonie aussi entre les êtres et entre les choses. Quand j'ai utilisé l'expression l'empire de l'harmonie, c'était avec un sens légèrement péjoratif aussi au mot empire, parce que cet empire, ça peut être aussi une emprise parfois, c'est-à-dire c'est un petit peu aussi l'harmonie obligatoire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas dire ce qu'on pense vraiment pour ne pas nuire à l'harmonie générale. Donc il y a une légère, je dirais, une légère idée de contrainte qui est inclue dans cette idée d'harmonie. C'est-à-dire c'est aussi une société très normalisée, en ce sens ça peut être un carcan? Oui, voilà, c'est effectivement, il y a ce genre d'aspect. Pour qui est japonais, je dirais, pour qui vit longtemps au Japon ou pour qui est japonais. Après, de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a il y a une harmonie, enfin, au quotidien, dans la façon de vivre, enfin, qui est absolument, c'est un enchantement aussi, hein, de vivre dans ce pays. Je voudrais pas commencer par des choses comme ça négatives, parce que la culture d'abord est absolument fascinante. Et puis il y a toujours, même dans les petites choses du quotidien, je dirais que cette harmonie, c'est aussi un art de vivre, et c'est un art de vivre qui fait partie pour tous les Japonais de leur éducation, de leur. On fera toujours attention. Voilà, on ne servira jamais un thé dans une tasse quelconque. Elle sera il y a des rituels. Choisie. Il y a beaucoup de rituels aussi. Et même là, par exemple, on aura tous vu ces images qui reviennent chaque année, la cérémonie des cerisiers en fleurs. Nous, on passe quelquefois à côté d'un cerisier sans même le voir, ou à la limite, bon, effectivement, on le trouve en beau. Mais là-bas, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe au Japon autour de ça. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est que ce ne sont pas des cerisiers à fruits, ce sont des cerisiers, donc des prunus qui sont là uniquement pour leurs fleurs, et que ce sont des masses énormes de cerisiers, des forêts entières, parfois dans la nature ou dans des parcs. Et même quand c'est un cerisier isolé, ce sont toujours des cerisiers très anciens, d'une beauté extraordinaire, avec soit des cerisiers pleureurs, avec les branches qui retombent, des fleurs doubles, des fleurs simples. Et on peut prendre des bains de fleurs, j'ai vu ça. On peut se tremper dans des bains de fleurs de cerisier. Oui, absolument, c'est comme une sorte de nuage. Donc c'est aussi, ça ressemble aussi à de la neige qui tombe quand les pétales retombent. Il y a ce qu'on appelle les radeaux de fleurs sur les rivières, voilà, ou sur les canaux quand les pétales tombent. C'est-à-dire tous les moments de la floraison du cerisier. C'est peut-être ça aussi, cette forme d'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a avant la floraison, on suit l'avancée, ce qu'on appelle au Japon le front de progression des cerisiers, dont on parle, voilà, même au journal télévisé, parce que c'est un moment très très important de l'année qui marque l'arrivée véritable du printemps, même s'il peut faire encore un petit peu froid. Il y a aussi tout un monde poétique qui s'est créé autour de la floraison des cerisiers. Ensuite, donc il y a le moment où ils sont pleinement épanouis, Mankai, qui est le moment où on va pique-niquer sous les fleurs, en songeant aussi à l'éphémère et au fait que toute cette beauté est vouée à disparaître. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que ça ne dure pas longtemps.
ça ne dure pas longtemps, mais cette beauté se perpétue quand même un petit peu, justement, le moment où les pétales tombent. Il y a aussi tout l'après, tout ce qui est après. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi vraiment une caractéristique du Japon, c'est cette façon de catégoriser, qu'on voit bien aussi dans le monde du haïku, de catégoriser le réel. Tous les moments sont strictement répertoriés, et c'est cela qui ouvre sur la poésie. Donc vous voyez, là encore, il y a cette idée à la fois d'harmonie liée à une forme de contrainte, ou en tout cas de rigueur, d'une grande rigueur pour répertorier tous les phénomènes existants, à partir de quoi on déploie une forme de poésie. Alors on va reparler des haïkus. Dominique Chipeau est un spécialiste, et vous aussi, Corinne Atlan, puisque je crois que vous avez publié des anthologies d'haïkus. Mais je voudrais donner la parole à Patrick Honoré, qui dirige la collection Piquier Manga. Alors Piquier, il faut savoir que vous allez nous parler de c'est une maison spécialisée en fait dans des ouvrages venus d'Extrême-Orient. Oui, tout à fait. C'est une des principales maisons d'édition françaises qui se consacre uniquement à la littérature asiatique. Alors de toute l'Asie, c'est-à-dire du Japon. Je crois que le Japon a été le premier territoire développé par les éditions Piquier, mais la Chine, l'Inde, la Corée, le Vietnam. La Corée, les deux Corées ? Les deux Corées. Le Vietnam, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, enfin, et j'en passe. Mais vous connaissez bien le Japon vous-même. D'abord, vous y avez vécu et vous êtes traducteur du japonais ? Oui, j'y ai vécu une quinzaine d'années et je suis traducteur de japonais, oui, comme coréen. Ça va pas de soi. Hein. La traduction déjà ne va jamais de soi, mais qui plus est du japonais, quand c'est probablement, enfin je sais pas, c'est une autre approche du monde, des êtres, ou pas du tout. Vous parlez de la traduction ? Oui, non, mais dans l'auteur japonais que vous allez traduire n'a pas forcément la même notion des choses que vous, traducteur occidental. Moi, je pars du principe que tout ce que les écrivains japonais disent en japonais, nous sommes susceptibles de le comprendre. Bon, maintenant, il faut savoir à quel prix, et ce prix-là, c'est la traduction. Un des exercices les plus difficiles qui soit, la traduction. Il paraît, mais c'est tellement bien que la difficulté, elle passe derrière. C'est pas ça. C'est vraiment une jouissance, c'est jouissif de traduire. Hein. Oui, il y a des moments où c'est assez formidable. Moi, quand je sens ce plaisir de traduire quand j'ai l'impression de toucher le texte. Il y a un moment où on est vraiment dans le texte, et je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps quand j'ai traduit avec quelqu'un d'autre. On a fait des traductions à quatre mains, si vous voulez, qui sont très bien, qui ont aussi un autre mérite. Quand on traduit avec une amie japonaise, par exemple, il y a un autre mérite de traduire à deux, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, il y a cette frustration de ne pas avoir touché le texte tout seul. On voulait le garder pour soi à un moment, mais pour les lecteurs, je pense que c'est bien aussi. Quand il y a deux traducteurs, c'est pas mal. Donc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Corinne Atlan disait tout à l'heure autour de l'harmonie, de l'empire de l'harmonie, avec à la fois ses rituels extraordinaires, cette fascination qu'on peut avoir pour ça, et en même temps une certaine pesanteur? Bah oui, comment ne pas être d'accord, c'est exactement ça. Maintenant, si vous voulez, il me semble que quand on arrive au Japon, parce que moi, je veux dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas japonais. Hein. Donc, je suis allé au Japon adulte et j'ai commencé à apprendre la langue adulte. Et quand on arrive pour la première fois au Japon en étant adulte, la première chose qu'on voit, je dirais, c'est ça, c'est l'harmonie. Ah, on peut laisser son portefeuille, le lendemain il est encore là, enfin, des choses comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est seulement dans une deuxième vision, au bout de quelques années, qu'on s'aperçoit que cette surface hyper polissée a aussi un revers. Bon. Et puis après, au bout de 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a le revers du revers, et peut-être c'est l'harmonie qui revient. Enfin bon, il y a des retours qui se font comme ça. On y reviendra sûrement à cette harmonie. Dominique Chipeau, vous êtes donc un des plus grands spécialistes du haïku. Vous avez d'ailleurs fondé une association, je crois, pour sa promotion. Alors, on ne connaît pas forcément tous, bien que maintenant il y ait des mordus
à l'occidental, vraiment des haïkus. Donc, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est déjà qu'un haïku? Alors, moi, ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'effectivement, je suis spécialiste de haïku, mais plutôt du haïku francophone. Mais on ne peut pas s'intéresser au haïku francophone, on ne peut pas en écrire si on ne s'intéresse pas au haïku japonais. Alors, effectivement, il y a en France des mordus du haïku. Je pense que ce sont tous à la fois des poètes qui s'intéressent beaucoup à la concision. Et ce qu'est un haïku, alors, dans la tradition japonaise, ça va être un court poème de 17 syllabes. 17 syllabes et 3 vers, enfin c'est très normé. Il est présenté sous 3 lignes, mais effectivement c'est 17, il peut être... dans les revues japonaises, ils sont écrits à la verticale, donc il n'y a pas du tout de rupture dans le texte. Et 17 syllabes, et dans une certaine vision du haïku, on va avoir nécessairement, obligatoirement, un point d'ancrage sur la nature, donc sur un moment de saison. Mais il y a aussi, on peut aussi trouver des haïkus très profonds et très durs sur le quotidien, et notamment des haïkus qui ont pu être écrits pendant la catastrophe de Fukushima, ou si on remonte plus loin, pendant les catastrophes de Nagasaki et d'Hiroshima. Donc moi, c'est cet aspect global qui m'intéresse beaucoup dans le haïku, c'est-à-dire que ce n'est pas, comme on pouvait le trouver à l'origine, un haïku de la nature, mais ça peut être aussi un haïku de tout notre univers quotidien. Et sur le temps présent, en fait. Mais sur le temps présent, c'est une photographie par les mots. En fait, c'est extrêmement élaboré, et pourtant, ça se lit comme si ça coulait de source. C'est le but, effectivement, c'est-à-dire que le propre du haïku, c'est de transmettre, c'est de suggérer une sensation et qui doit être perçue par le lecteur, comme disait Barthes, par un tilt. C'est le tilt du haïku qui va vous surprendre et qui va évoquer pour vous, pour le lecteur, beaucoup de sensations. Et donc ça paraît simple parce qu'on écrit des choses concrètes avec des mots concrets, mais derrière ça, il faut quand même réussir à placer ces mots, à mettre, pour le haïku francophone qu'on écrit beaucoup sur 3 lignes, donc à travailler sur l'ordre des séquences pour réussir à transmettre ce petit tilt qui va tout faire. Je vais vous demander quelque chose d'impossible, mais vous auriez un exemple à nous donner comme ça? Alors là, c'est dur peut-être comme question. Non, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Non, un exemple comme ça à froid, non. Pas vraiment. J'ai plein de haïkus en tête, mais pas complet. Mais est-ce que c'est quelque chose qui en fait est évanescent, ou est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce que c'est fait pour être lu, relu? Est-ce que c'est fait pour soi, ou est-ce que c'est fait pour les autres? Tous les cas de figure se rencontrent, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui paraît évanescent, mais c'est pas parce que ça paraît simple, rapide et concis que c'est forcément écrit dans l'instant. Quand en tant qu'auteur, on arrive au haïku écrit dans l'instant, on est très content, mais des fois, on peut le laisser mûrir pendant plus d'1 an. Et si on parle du poète japonais Basho, qui est le plus grand poète de haïku, son dernier recueil, il a mis 5 ans pour l'écrire. Donc c'est bien la preuve que c'est un poème de l'instantané, mais qui peut prendre du temps à mûrir. Alors vous parliez tout à l'heure du haïku japonais et du haïku à l'occidental. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, et est-ce que finalement notre esprit à nous est fait pour ça, ou est-ce qu'on doit un peu le modeler? Alors je pense qu'il y a une grande différence qui est liée à l'histoire du haïku japonais. C'est-à-dire que... C'est un genre très ancien? C'est un genre très ancien, et comme disait Corinne Atlan, ils ont des mots de saison qui sont réutilisés dans la poésie. Donc ils ont ce qu'on appelle des sortes de dictionnaires poétiques, avec pour chaque saison des listes de mots, avec des définitions, avec des exemples. Et lorsque un lecteur japonais lit un haïku, s'il a connaissance des mots de saison, il aura tout de suite tout un univers, toute une ambiance qui va apparaître à l'esprit, un peu comme si nous, francophones, on écrivait un haïku sur la Madeleine. Donc on aurait tout de suite une référence qui nous viendra en tête. Donc on n'a pas trop cette notion de mot de saison dans le haïku francophone. Donc il faut qu'on travaille avec. Et l'objectif au niveau du haïku francophone, c'est beaucoup de transmettre des sensations et pas forcément écrire des haïkus autour de la nature, puisqu'on n'a pas ce fantastique mot de saison qui permettrait en un mot de transmettre tout de suite toute une ambiance. Et vous, Dominique Chipeau, vous alliez le haïku à la photographie, ça fait bon ménage? C'est très compliqué à marier parce que ce sont 2 arts de l'instantané. Donc là, que ce soit la photographie ou le haïku,
on prend un instant et avec cet instant, on cherche à transmettre une sensation. Donc pour marier les deux, il va falloir faire ce qu'on appelle un pas de côté, c'est-à-dire qu'il faut éviter que le haïku vienne décrire ce qu'il se passe dans la photographie et éviter que la photographie ne reprenne aussi exactement tout ce qui se dit dans le haïku. Si on parle d'une grenouille, on ne va pas forcément mettre une grenouille dans la photo. Corinne Latran, comment est-ce qu'on fait, c'est peut-être infaisable d'ailleurs, j'en sais rien, pour traduire un haïku? Alors, oui, c'est très différent, je pense, d'en écrire, que ce soit en japonais ou en français. La traduction du haïku, bon, alors déjà, je pense que Patrick, j'espère, sera d'accord avec moi, mais en tant que traducteur, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien d'infaisable, il n'y a rien d'intraduisible. C'est-à-dire qu'on peut toujours traduire, c'est aussi transmettre ou transposer. Parce que si vous voulez, d'une certaine manière, une traduction est toujours fausse. Ce qui est vrai, c'est l'original. Alors, une traduction est une réécriture. Voilà, c'est toujours une réécriture, et d'autant plus dans une langue aussi différente du français, puis une culture aussi différente, mais aussi une forme d'écriture, parce que dans le haïku en japonais, il y a une forme de profondeur qui est liée à cette écriture idéographique, donc qui est une forme de dessin. D'ailleurs, c'est aussi fait pour être lu, le haïku. Et au Japon, quand il y a des lectures de haïku, on lit chaque haïku 2 fois, parce que même un locuteur japonais, donc de naissance, peut ne pas comprendre, parce que il faut voir en fait le dessin que représente l'idéogramme. Alors cette dimension-là du poème, évidemment, elle se perd dans la traduction. Et vous parliez tout à l'heure des 3 lignes. Évidemment, on a cette image, c'est toujours traduit sous forme de 3 lignes, mais en fait, ces 3 lignes, c'est une forme de traduction de ce rythme ternaire, puisque les 17 syllabes dont a parlé Dominique Chipeau sont divisées, voilà, en 3, voilà, c'est 5, 7, 5, et donc ce rythme ternaire, il est dans les 3 lignes, donc c'est déjà une forme de traduction. Alors après, il y a une polysémie qui est inhérente au japonais, mais de plus en plus je traduis et aussi plus j'écris et même plus je lis, et plus je me dis que ce qui est extraordinaire, c'est la polysémie non seulement du japonais, mais de toutes les langues. C'est-à-dire que le français aussi est polysémique. On a aussi beaucoup de mots qui ont un double sens, voire un triple sens, mais en japonais, c'est particulièrement présent. Alors tout l'art, si on peut appeler ça un art, de traduire ou de transposer cette forme de poésie, c'est de trouver un vocabulaire qui soit aussi ambigu quand il y a ambiguïté. Alors évidemment, ça pose pas de problème particulier quand il s'agit justement de poèmes de la nature, par exemple, où il y a des choses. Un haïku qui me venait à l'esprit tout à l'heure, c'était par exemple un haïku de Ozaki Hosai, devant l'infini du ciel, sur la pointe d'une herbe, une fourmi. Bon, c'est un haïku donc, qui fait partie d'une anthologie que j'ai traduite. En tant que tel, ce n'était pas particulièrement difficile à traduire, et je pense que c'est un haïku qui parle directement, parce qu'il y a quelque chose de tellement universel. C'est évidemment, nous sommes tous cette fourmi debout sur la pointe, enfin immobile sur la pointe d'une herbe, ou des haïkus comme ceux par exemple de Watanabe Hakusen, qui écrivait des haïkus au moment de la guerre. Il y a eu tout un mouvement de haijin, les poètes de haïku, donc antimilitaristes, au début de la guerre, donc qui d'ailleurs souvent étaient emprisonnés. Lui, ça a été son cas. Un de ses haïkus disait debout au fond du couloir, la guerre était là. Alors ça aussi, ça parle immédiatement. On voit que c'est la guerre, et en même temps, c'est peut-être le militaire qui apporte, soit qui vient arrêter quelqu'un, ou qui apporte l'ordre de mobilisation, ou que sais-je. Après, il y a toute une ampleur, c'est ça. Un haïku doit avoir un écho. Donc dans la traduction, il faut aussi tenter de donner cet écho sur autre chose. Et comment dire, je pense que c'est la poésie, mais c'est toute forme d'écriture ou toute forme de langage. C'est-à-dire que on ne peut jamais traduire, on ne peut jamais écrire exactement. Enfin, on pense dire quelque chose et en fait, on dit autre chose. On pense écrire quelque chose, on écrit aussi autre chose. Parce qu'il y a aussi l'écho que ces mots vont avoir dans l'esprit de la personne qui entend ou qui lit. Donc, c'est avant tout une question d'écho, je dirais, de créer cet écho, cette chambre d'écho, qu'elle soit présente aussi dans la langue d'arrivée. Mais pour en revenir aussi aux questions de traduction, Patrick Honoré, vous le disiez, je m'adresse là à tous les deux sur le sujet, c'est qu'on a l'impression qu'on touche quand même à quelque chose d'universel par la traduction, qui ne saute pas forcément aux yeux quand on lit des livres. C'est-à-dire que là, on touche le noyau dur, non, de l'humain, Patrick Honoré.
Moi, il me semble que quand je traduis, j'ai la conscience, erronée ou pas, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'écrire en français, puisque donc, je traduis en français, donc c'est bien en français que je fais des phrases. J'écris en français des phrases qu'aucun écrivain français n'a imaginées, n'a créées. Donc, j'ai l'impression d'apporter à la littérature française des choses en français que les écrivains français n'ont pas pu ou n'ont pas encore ou n'ont pas réussi ou n'ont pas pensé écrire. Alors que j'ai pas écrit un mot, hein. C'est ça qui est super. C'est-à-dire que j'écris des choses en français qui sont géniales du premier coup parce que le livre a déjà été sélectionné parce qu'il était bon. Et que les Français n'ont pas encore réussi à écrire. Mais ça ne veut pas dire que les lecteurs français ne sont pas capables de les lire. Quand on les lit, moi j'espère, enfin je pense, on les comprend et on découvre des choses comme dans la littérature française, c'est-à-dire on découvre des choses nouvelles pour soi, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des façons d'être, des façons de penser, des façons de voir le monde qui sont différentes. Mais quand on les lit en français, c'est bien la preuve qu'elles étaient dissibles en français. Sauf que personne ne les avait dites. Moi, je dirais c'est là la traduction. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision parce que effectivement, il y a des formes de traduction ou peut-être certains traducteurs qui veulent aussi d'une certaine manière garder pour soi que ce rapport au texte dont tu parlais tout à l'heure, que je peux ressentir aussi. Mais en tant que traducteur, on ne veut pas justement garder pour soi. On transmet et on veut l'apporter. Alors, je ne sais pas, il y a des exemples très simples. Puis là, c'est plus peut-être chinois que japonais. Mais par exemple, quand on dit le Tao, voilà, le Tao. Mais le Tao, c'est un caractère donc, qui existe aussi en japonais, hein, qui dit do, la voie. C'est le chemin. Alors, pourquoi, dès le départ, on a traduit ? C'est aussi lié aux questions d'exotisme. Hein. L'exotisme, c'est aussi quelque chose qui empêche, en fait, de comprendre la culture de l'autre. Alors, on met des mots japonais ou chinois ou étrangers parce que ça fait exotique et ça fait joli. Et à l'arrivée, les gens ne comprennent plus. Et en tant que traducteur, et je pense que, voilà, on est tous les deux dans cette idée-là de la traduction, c'est-à-dire qu'on veut transmettre, voilà. On aime ce texte, on aime ce qui est écrit, on aime cette forme de pensée, on aime ces idées, comme tu dis, qui ne font pas partie de la littérature française, qui n'ont jamais été exprimées, et on a vraiment envie que le lecteur les comprenne, on a envie de transmettre ça. Mais c'est là qu'il y a aussi ce paradoxe de la traduction, c'est-à-dire que pour transmettre ça, on commence par tout déconstruire, et je dirais même détruire, c'est-à-dire ce qui nous a plu au départ, la langue, parce qu'on est amoureux de cette langue aussi, on est amoureux de ses sonorités, voilà, tout ça, évidemment... on ne peut rien en garder. Autre amoureuse qu'on n'a pas entendue encore, c'est Delphine Roux, qui est romancière jeunesse, où vous êtes passionnée par la littérature asiatique. Et je crois que votre propre mère, si je ne suis pas trop indiscrète de le dire, était aussi une passionnée du Japon. Oui, en effet. Je crois qu'effectivement, il y a une histoire un petit peu de transmission familiale. Ça a commencé toute petite, puisque dans la maison, il y avait, je pense comme dans beaucoup de maisons, hein, ces petits services à thé, hein, qu'on trouve sur des brocantes. On trouvait comme ça toute cette imagerie un petit peu nippone. Et petite fille, oui, j'avais 4-5 ans, j'étais fascinée, hein, quand on sortait ces petites tasses. Et puis, donc fascinée, donc j'étais capable de rester comme ça, vraiment... à imaginer des petites histoires finalement autour de ces objets. Et puis j'habitais au fin fond de la campagne picarde, voilà, au milieu des pâtures et des champs de betteraves. Donc l'exotisme, voilà, il y en avait un d'une certaine manière, mais je crois que voilà, cet attrait pour des paysages autres, pour une culture autre, ça a peut-être aussi oui, voilà, une espèce de solitude et une envie d'ailleurs. Alors voilà. des objets d'abord, et puis la littérature, et puis le cinéma. Voilà, alors c'est venu, hein, évidemment, comme une espèce de suite logique.
la littérature, donc avec la découverte notamment des éditions Piquier. Ça a été vraiment très très important dans mon parcours, dans mon parcours de lectrice, et puis dans cet intérêt fort pour cette culture japonaise. Voilà, avec des livres qui m'ont marqué profondément, des auteurs. Lesquels Pardon ? Les titres. Alors, il y a les eu titres et les auteurs, on veut il y a savoir. notamment en jeunesse, particulièrement. Alors évidemment, là, vous allez me demander des noms, ça va pas me revenir forcément. C'est normal. C'est C'est normal. mais en tout cas, l'œuvre de Kenzaburo Oe qui m'a toujours beaucoup touchée, des livres comme Le bateau usine, enfin des livres qui parlaient aussi d'un Japon beaucoup plus âpre. Voilà, qui n'était pas forcément non plus sur une image, on va dire forcément autour d'une harmonie, mais qui Pas quelque chose de très lisse, forcément. pas forcément. Et voilà. Et puis évidemment le cinéma japonais, Ozu, et puis tous les autres. Mais en quoi est-ce que ça influence votre œuvre à vous, votre façon d'écrire, d'aborder les... Alors, un univers peut-être un peu fantasmé quand même, malgré oui, tout. complètement. C'est vrai que j'écris d'abord en jeunesse, donc pour rencontrer les enfants, pour peut-être aussi me connecter. Les enfants sont exigeants en général. Très. Donc c'est un travail, effectivement, voilà, très précis sur le texte, et c'est aussi ça qui est évidemment d'une grande richesse. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord ce plaisir de la littérature de jeunesse, et de rencontrer l'enfant, c'est de partager ces récits qui relient et ces histoires. Et après, bien évidemment, il va y avoir la plupart du temps un arrière-fond qui sera effectivement... Alors, pour bon nombre d'histoires, pas toutes bien sûr, mais bon nombre se situent dans un contexte, on va dire japonais. Mais est-ce plus ou moins fantasmé. Mais voilà, mais est-ce qu'un lecteur japonais peut se retrouver dans une BD ? Alors ça, je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai jamais eu pour l'heure de retour de lecteurs japonais sur les livres que j'ai pu écrire. Ça m'intéresserait beaucoup, mais c'est vrai que ça n'a... Je ne crois pas. Je ne crois pas que les... Qu'est-ce que vous lui avez... On n'a pas entendu ce que vous lui avez demandé. Non, je lui demandais si elle était traduite en japonais, ce qui aurait aidé les lecteurs japonais éventuellement. Évidemment. Ouais, mais je ne crois pas. Faudrait que je demande aux éditions Piquier, mais c'est vrai que pour l'heure, je n'ai pas été tenue au courant d'une éventuelle traduction. Et vous allez souvent au Japon ? Je suis allée quelques fois au Japon, oui, souvent, non, trop peu à mon goût, mais... Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs japonais, Patrick Honoré, là je m'adresse peut-être plutôt à vous, que disent les romans japonais ? Est-ce qu'il y a des femmes qui écrivent des auteurs femmes ? La littérature japonaise contemporaine est très féminine. Très féminine. Il y a beaucoup plus d'auteurs femmes que d'auteurs hommes. Qu'est-ce qu'ils disent Oula, question piège. Non, mais ils parlent de quoi ? C'est quoi ? Ce sont des romans d'aventure, il y a des polars, c'est autobiographique, c'est... Il y a tous les genres. Il y a tous les genres. Imaginables. Maintenant, il y a eu un courant qui a été assez fort depuis la catastrophe de Fukushima, qu'on a appelé la littérature post-catastrophe, comme par hasard. Bon, je crois que... Bon, d'abord... Le meilleur roman de cette littérature post-catastrophe, c'est Radio Imagination de Ito Seiko. C'est moi qui l'ai traduit, il est sur la table. Bon, voilà, ça c'est dit. Là, vous avez compris. Maintenant, je crois qu'effectivement, on passe un peu à autre chose, je crois. Il y a eu aussi une énorme littérature de la crise, parce que ça a été la crise économique pendant longtemps. Comme partout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais est-ce que, par exemple, l'univers, je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire hurler, mais est-ce que l'univers que décrit quelqu'un comme Amélie Nothomb dans Stupeur et Tremblement, est-ce que donc un univers de travail extrêmement dur, très compétitif, où vraiment il y a pas de quartier, quoi. Est-ce que ça se retrouve dans la littérature japonaise ? Le roman d'entreprise, c'est un genre en soi. D'accord. C'est-à-dire il y a un marché là-dessus. Alors, le meilleur roman d'entreprise, c'est la fusée de Shitamachi. C'est moi qui l'ai traduit, mais il n'est pas sur la table, mais vous pouvez le trouver. Donc,
c'est pas écrit comme Amélie Nothomb, mais c'est un genre littéraire en soi. C'est-à-dire la vie des employés. Et qu'est-ce que c'est qu'être un employé dans un système entrepreneurial japonais, les grands groupes, les petites Donc PME, ça correspond vraiment à Ça une existe. réalité de vie japonaise, Oui, bien sûr. qui est un univers quand même assez inhumain. Comme en France, quoi. Moi, il me semblait que c'était pire. Non, je sais pas. Moi, je crois aussi Corinne que c'est Leclerc. vraiment lié. En fait, c'est le monde de l'entreprise. Je crois que ces rapports de domination, alors peut-être que le trait a l'air un petit peu plus forcé au Japon, mais je pense que effectivement, c'est un thème en soi, mais ce sont des choses qui se retrouvent un peu partout. Je pense que là où il y a des choses plus spécifiques, c'est par exemple dans ce que les femmes japonaises ont à dire, justement, ces jeunes auteurs. Il y a effectivement énormément d'auteurs femmes japonaises, parfois très jeunes, qui ont une écriture très forte, très virulente, parce que là, je dirais que les femmes japonaises, elles reviennent, peut-être que toutes les femmes reviennent de loin, partout dans le monde, Mais elles viennent quand même de très et très elles loin, viennent non, les de japonaises, non? très loin, Ouais. même si c'est aussi elles. C'est toujours compliqué, parce que c'est aussi les femmes japonaises qui ont inventé la littérature, on peut le dire comme ça, au Xe siècle. Enfin, les textes japonais qui sont passés à la postérité, que ce soit le Didu Genji ou les notes de chevet, ou tous les journaux des dames de cour ont été écrits par des femmes. Donc à chaque fois, il y a des situations qu'on peut comparer, mais qui sont en même temps extrêmement différentes, et qui ne sont au fond ni mieux ni pire. Bon, la question des femmes, non, mais je peux même pas dire ça, parce que les femmes japonaises, j'allais dire peut-être pire, mais en fait non, parce qu'il y a aussi une très grande force aussi des femmes japonaises qui s'exercent encore aujourd'hui à l'intérieur du foyer, etc. Donc il faut se méfier aussi de ces... Bon, voilà, par exemple, elles ont l'air beaucoup plus fragiles, parce que c'est culturel, elles ont l'air fragiles, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles le sont forcément intérieurement. C'est aussi le pays, quand même, effectivement, j'allais dire des contrastes, c'est peut-être un cliché, plus que des contrastes, je dirais de l'envers et de l'endroit. À chaque fois, il y a un envers et un endroit, et les deux, ce sont deux directions différentes. L'envers n'est pas plus important, l'endroit n'est pas plus important que l'envers. Il faut se méfier de ne pas regarder uniquement l'endroit, peut-être. Alors, on a beaucoup parlé de la littérature, du monde vu à travers la littérature, mais dans la vie, est-ce que par exemple, est-ce que les Japonais aiment bien la France? Est-ce qu'ils aiment bien les Occidentaux? Est-ce qu'il est possible d'entrer dans une relation intime, d'amitié, d'affection, de tendresse avec un ou une Japonaise? Je ne parle pas de relations d'amour. Les relations amoureuses, c'est à part. Mais non, vous n'êtes pas d'accord, mais vous dodelinez de la Je sais pas tête. si c'est à part. Bah, si, parce qu'un coup de foudre amoureux, ça vous prend... Bon, en tout cas, pour répondre c'est autre chose. Pour répondre à votre question, puis après je laisserai un peu le micro aux autres. Moi, je dirais oui, mais je dirais que c'est assez récent. Je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits à ce niveau-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, à qui la faute, j'en sais rien, mais en tout cas, on a eu l'impression que le Japon était très loin et il voyait l'Occident de très très loin. Maintenant, il faut dire qu'il y a Internet, on va à Tokyo en 12 heures si on veut. Et eux viennent là, Et il eux suffit viennent, à Paris, bon. et dans d'autres villes françaises, J'ai il y a beaucoup de l'impression- Japonais. Ils me diront que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir des amis japonais et des vrais amis, et peut-être plus que des amis français d'ailleurs. Oui, c'est possible, enfin je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Kathleen. Oui, je crois qu'il y Corinne a Leclerc. aussi, c'est une question qui revient souvent, mais il y a aussi beaucoup la question de la langue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle la langue de l'autre, on peut nouer une amitié parce qu'on se comprend en profondeur. Au-delà de ce qui est dit, on comprend à travers la langue les notions justement aussi bien d'amitié, de relations humaines, les notions d'individualité, etc. Donc on peut... moi, je suis allée au Japon très jeune, donc je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui fait une différence. J'ai noué des grandes amitiés qui durent encore aujourd'hui avec des Japonais qui sont des gens... Mais j'ai presque envie de dire... avec une personne, c'est-à-dire je ne pense pas que cette personne est japonaise ou française, c'est un ami ou une amie, donc on noue des relations très Je crois profondes. qu'il faudrait qu'on arrête un peu de dire les Japonais. Des Japonais. Moi je connais 1, 2, 3, peut-être 10 voilà. Japonais, puis déjà c'est pas mal. Non ? Il y a une chose aussi, et je terminerai avec ça, qui a frappé, je crois, beaucoup ici, c'est quand on a vu leur réaction après justement le tsunami ou d'autres catastrophes, et Dieu sait si ça les a frappés à plusieurs reprises, cette espèce de calme,
et presque de... Enfin, Boris Cyrulnik parlerait peut-être en la matière de résilience. Je ne sais pas, Dominique Chipeau, si vous avez un point de vue sur la question. Comment est-ce qu'on peut appréhender ça, vu de notre lorgnette? Ce qu'il disait, selon ce que j'ai lu lorsque j'ai réalisé l'anthologie de haïku sur Fukushima, Nagasaki, Hiroshima, c'est qu'ils ont l'habitude des catastrophes naturelles et l'habitude de reconstruire. Donc c'est pas dire que c'est naturel, mais c'est dans leur culture de subir les événements. En revanche, la catastrophe de Fukushima était exceptionnelle et n'avait rien à voir avec un phénomène, enfin, pour la partie même de la centrale, donc n'avait rien à voir avec un phénomène naturel. Et ça les a beaucoup frappés, au même titre que certains auteurs ont comparé ce ressenti au même titre que ce qu'ils avaient ressenti lors de la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Et le fait, ce sera ma dernière question, le fait qu'il y ait un nouvel empereur, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui est lui, alors quand on parlait de carcan tout à l'heure, bon, la question apparemment vous est adressée, Corinne Atlan. C'est donc le fils du précédent, hein. Oui, bien sûr. Alors, l'empereur en tant que... Aujourd'hui, l'empereur est un symbole, hein, on le sait. Donc, non, parce qu'on a eu un débat autour du nom qui, effectivement, a intrigué beaucoup de personnes, le nom de la nouvelle ère. Et je crois que vraiment, il y a une forme d'ambiguïté qui est très japonaise dans le nom de cette ère qui est à la fois composé de ces deux caractères. C'est comme un condensé de problèmes de traduction en deux caractères, encore plus fort que le haïku, encore plus court que le haïku, parce qu'il y a les qui effectivement est utilisé au sens de honorable, bon, agréable, excellent, etc. Et le deuxième caractère, c'est ce fameux wa dont on parlait qui désigne l'harmonie. Mais simplement, aujourd'hui, dans le Japon contemporain, dans le Japon ancien aussi d'ailleurs, ce lé, c'est un peu ces deux faces d'une même pièce de monnaie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que lé a aussi le sens de ordre, commandement, rassemblement, etc. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu strict dans ce lé qui peut vouloir aussi signifier ordre. Et je crois en tout cas autour de... on ne sait pas tant ce que j'en pense, moi personnellement, j'ai pas vraiment d'idée préconçue sur la question, mais je vois les réactions aussi des Japonais autour de moi qui sont tous sensibles à cette forme de double sens de lait qui à la fois est un mot très ancien, tiré voilà, des poèmes classiques, etc. Donc une dimension poétique et voilà, qui a un très joli sens et en même temps un sens beaucoup plus sévère, je dirais, qui signifie ordre et rassemblement. Mais il faut dire que c'est effectivement le nouvel empereur, mais le nom de l'ère, en tout cas, n'a pas été choisi par la famille impériale, c'est le gouvernement, puisque l'empereur n'est plus qu'un symbole, donc ce sont les autorités japonaises qui choisissent le nom de l'ère. Merci beaucoup, merci.